Bonjour Maïta, Bonjour gars, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis trop contente vraiment de passer ce moment avec toi. avec grand plaisir, merci de l'invitation. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses parce que je trouve que ton parcours est hyper riche. Tu as été footballeur professionnel pendant de longues années. Tu as été à l'Atlético Madrid à 18 ans. Tu as été en Allemagne, tu as été en Angleterre à Brighton. Ma première question, c'est comment la passion pour le foot t'est tombée dessus et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tu vas mettre toute ta carrière, tu vas poursuivre dans le foot. Mais écoute, comme je te le disais hors antenne, je pense que finalement, ça prouve que les enfants, ils font ce que réellement ils aiment. Disons, ils découvrent leur vraie passion d'eux-mêmes et non pas par le biais d'influence d'autres. Non? Moi, dans mon cas particulier, mon papa voulait que je fasse du judo. Et d'ailleurs, Ok. je m'avais inscrit au judo. D'ailleurs, mon premier sport, c'était le judo. Et j'aimais le judo. Mais c'est vrai que très jeune, la passion pour le foot est devenue très claire, de par le biais d'un de mes amis, qui d'ailleurs reste au jour d'aujourd'hui un grand ami, Fabio Monti. Et donc, c'est vrai que malgré le fait qu'apparemment, à la maison, chez nous, personne n'était vraiment un fan de foot. C'était pas disons, ni ma mère, ni mon père, ni mes frères et sœurs. Disons, ça n'a jamais été, disons, une question de famille. Ça a été une question où moi-même, je me suis rendu compte en jouant avec mon meilleur ami de l'époque que ma passion, c'était le foot. Et c'est comme ça que je suis arrivé à 5 ou 6 ans à pratiquement laisser le judo, qui était Ouais. ce que mon père voulait que je fasse, pour me lancer dans le foot, à un niveau très amateur, bien sûr. Ok. Et ben, enfin, du coup, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de foot et qui en jouent jusqu'à très grand, mais qui n'en font pas leur métier. Tu vois. Toi, quel a été le déclic pour que tu en fasses ton métier? Simplement avoir l'opportunité de pouvoir le transformer en mon métier. Je pense qu'il Hmm. y a, il y a, il y a, il y a il y a beaucoup de gens qui ont la passion, mais qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir transformer cette passion dans leur profession. Moi, dans mon cas, c'était une passion. J'ai joué dans différents clubs en Suisse, et puis après, tout d'un coup, j'ai eu l'opportunité, où j'ai provoqué l'opportunité Aussi. que tout d'un coup, un agent qui était venu amener un autre joueur en essai dans mon club à l'époque au FC Bienne, me voit m'entraîner, s'intéresse à moi. À l'époque, franchement, je lui disais, mais je crois que vous vous trompez. Moi, ici, je paye pour jouer. C'est-à-dire, on ne me paye pas pour jouer, je paye une inscription pour jouer. Donc, je suis bien loin d'être professionnel. Et lui, il me parlait de grands clubs, de Barcelone, d'Atlético Madrid. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une partie de destin qu'on ne contrôle pas, mais je pense qu'il y a aussi une partie où nous, on provoque notre propre chance, non? Et dans ce cas-là, je pense que les deux choses sont croisées, Hmm. c'est-à-dire une personne qui croit en vous et qui vous donne une opportunité, et vous qui avez le courage de vous lancer à 18 ans, de laisser la maison, de partir à l'inconnu dans un pays qu'on ne connaît pas, d'une langue qu'on ne parle pas, dans un entourage qui est très exigeant et très compétitif. Et a priori, si on est, je pense que c'est ça la beauté des sportifs. Les sportifs, on n'est pas très parfois conscient de la réalité. C'est-à-dire, pour Mhm. être champion du monde, si on vous dit, si on pense froidement, est-ce qu'on peut être champion du monde, personne va dire oui. C'est Mais vrai. nous, les sportifs, on voit pas les barrières. On voit simplement l'objectif. Et quand on a l'objectif, on pense pas trop aux barrières qu'il y a. Non, donc, c'est vrai qu'un garçon qui vient de Courthéberg, qui est un petit village en Suisse, qui a joué au FC Bienne, si on pense froidement, on peut pas penser qu'on peut arriver à jouer à Atlético Madrid, parce que c'est pas logique. Ça Ça paraît rentre pas loin. Ouais. ça paraît loin, ça rentre pas dans une logique normale. Par contre, voilà, on se lance et on essaye. Super. Et donc, tu as une longue carrière footballistique. Si tu pouvais me résumer en quelques points, en deux, trois points, ce que ça t'a appris, les enseignements que tu en as tirés qui te poursuivent encore aujourd'hui, qui ont contribué à construire l'homme que tu es aujourd'hui. Mais je pense que le sport, c'est une magnifique école de vie. Hmm. C'est-à-dire, déjà dans le sport, on trouve toutes sortes de personnes. C'est-à-dire, moi, je me rappelle toujours au FC Bienne, moi j'étudiais, et tout d'un coup, tu te retrouves dans un vestiaire avec des gens qui ont 18 ans, ils travaillent déjà, ils viennent avec les mains sales, ils savent ce que Hmm. c'est la réalité, la vie réelle, et toi, tu es dans ta petite bulle des études, de l'université, tu as d'une famille de gens qui ont étudié, qui ont eu la chance de pouvoir avoir des professions liées à ces études-là, et tu vois d'autres réalités sociales, d'autres réalités culturelles, parce que tu as la chance d'investir où tu as des gens de l'ex-Yougoslavie, tu as des gens de l'origine Hmm. africaine, tu as des gens qui viennent d'Amérique latine. Donc, c'est une école magnifique de tolérance,
de connaître d'autres gens, de connaître d'autres réalités, de comprendre que c'est pas forcément ta réalité qui est l'unique réalité et la seule réalité qui est bonne. Donc ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, je pense que maintenant c'est très à la mode l'histoire de la resilience, non, de cette capacité de ça. surmonter les difficultés. Et à la fin, vous savez, dans le sport, même si on perd un match, le jour après, il faut partir à l'entraînement quand même, hein. Et donc cette capacité de se relever, d'être conscient que malheureusement, souvent dans la vie, il y a plus de difficultés que des bons moments. Et donc, il faut savoir, c'est une question d'être capable de le surmonter, d'être capable de le surmonter, d'avoir cette persévérance, cette détermination dans ce qu'on fait et de savoir encaisser les coups parce que ça fait partie de la vie. Il y a toujours des coups. Et donc, dans le sport, c'est ça. Dans le sport, on perd, le lendemain, il faut s'entraîner, il faut repartir pour un autre objectif le week-end. Parfois, il y a un arbitre qui prend des décisions injustes et simplement, elles sont injustes et tu dois les accepter. Tu as un entraîneur qui parfois ne te fait pas jouer, tu as l'impression que tu as fait une très bonne semaine d'entraînement et tu arrives le dimanche où c'est ton spectacle et tu es dehors. Et savoir gérer cette frustration-là, te relever de ces coups-là, je pense que c'est des très très bonnes leçons de vie en général. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis justement, le fait que t'es un peu à la merci entre guillemets des décisions de l'entraîneur, tu sais pas pourquoi, parfois t'es sur la touche, etc. Toi, dans ces moments-là, comment tu réagis et qu'est-ce qui t'aide à avancer et à pas avoir cette frustration dont tu parles? Parce que c'est quelque chose qu'on voit dans les entreprises, hein. On peut avoir un projet, un manager ne nous choisit pas, ou bien on a travaillé comme des malades, mais en fait, en fin de compte, voilà, notre travail n'est pas reconnu. On est très frustré et parfois, on ne sait pas comment gérer. Toi, comment tu gérais ça? Bon, c'est un processus, hein. On n'est pas avec la solution. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Moi, je dirais qu'ici, il y a deux choses. Premièrement, que tu apprends à te concentrer sur les choses que toi, tu contrôles. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas contrôler les décisions de l'entraîneur, je ne peux pas contrôler les décisions de l'arbitre, je ne peux pas contrôler si j'ai de la chance ou j'ai pas la chance dans ce match-là. Par contre, je peux contrôler mon rendement, parce que moi, ma performance à moi, Bien non? sûr. Je peux contrôler que moi, chaque jour, je vais donner le maximum. Je peux contrôler que je ne vais pas me laisser perturber par des éléments que moi, je ne contrôle pas. Donc, disons, cette prise de conscience que concentrons-nous sur les choses que nous-mêmes, on contrôle. Ce que je ne contrôle pas, je ne contrôle pas. Et je dois accepter qu'il y a des choses que je ne contrôle pas et qui parfois vont être à ma faveur et parfois vont être contre. Mais si moi, je me concentre sur les choses que moi, je contrôle et que les choses que moi, je contrôle, je les fais de la manière la plus optimale possible, j'ai beaucoup plus de chances d'arriver à un succès que de ne pas y arriver. Bien sûr. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui est la clé de ça. Et puis après, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin, tout le monde a ses problèmes, non? Tout le monde a ses problèmes et d'être capable, disons, de lever un petit peu le zoom et de dire, OK, c'est pas seulement mon petit problème, c'est que tout le monde a des problèmes. Donc, je dois essayer de ne pas me cacher derrière l'excuse du problème. Bien sûr, je comprends. D'un peu se responsabiliser, quoi, en fait. Et moi, je pense que ce qui est intéressant dans le sport, c'est qu'on pousse beaucoup ça. Ne cherche pas l'excuse. Le vent, la pluie, l'arbitre, c'est ça. Et franchement, c'est ça la différence que j'ai pu voir entre des joueurs de haut niveau et des joueurs qui n'arrivent pas au niveau. C'est pas une question de talent, c'est pas une question d'être physiquement plus. Non, souvent, c'est une question de mentalité. Les joueurs qui sont top, c'est les plus critiques avec eux-mêmes. Ils ont pas besoin que d'autres leur disent qu'ils sont pas bien. Eux-mêmes, ils sont capables de. Et ils cherchent pas, disons, ils cherchent pas des excuses pour justifier leur mauvaise performance. Bien sûr. Sinon, ils sont capables d'eux-mêmes de savoir qu'est-ce qu'ils ont pas bien fait et travailler dessus de manière très honnête. Tout à fait. C'est marrant parce que j'ai reçu Stéphane Diagana sur ce podcast et c'est exactement ce qu'il disait sur la responsabilité vis-à-vis de soi-même, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu as été président du Real Mallorca pendant 4 ans, président de club. Bon, moi, j'avoue, je suis un peu une néophyte par rapport au foot. Je regarde de temps en temps, mais bon, voilà, parce que j'ai bossé chez Canal+, donc effectivement, je regarde le foot de temps en temps. Mais je me demande, quand on est président de club, quelles sont nos missions? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est une bonne question et je pense que c'est important de poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients de ce qu'il y a derrière, non? De ce qu'il y a le travail qu'il y a derrière un match. C'est-à-dire c'est ça. le match, c'est la fin de ce qu'on fait durant toute l'année, non? C'est-à-dire c'est la culmination d'un travail, non? Ben écoutez, dans mon cas concret, moi j'avais un rôle, et d'ailleurs c'est ça qui m'a beaucoup plu, j'avais un rôle très global. C'est-à-dire que moi j'étais un CEO qui couvrait tout. C'est-à-dire autant la partie sportive que la partie business. Disons que dans un club de foot, il y a deux grandes parties. Il y a la partie sportive et il y a la partie, disons, business, c'est-à-dire tout ce qui est
commercial, le Partenaire et ticketing, tout, ouais. partenaires, ressources humaines, la partie financière. Donc, disons, ça, c'est les salariés normaux, entre guillemets, non? Et puis après, vous avez la partie sportive qui sont dans tout ce qui est lié au terrain de jeu. Mhm. Et moi, disons, mon rôle, c'était de pouvoir, disons, diriger disons, l'entreprise. J'appelle ça une entreprise parce que, Bien parce sûr, qu'à la oui. fin, parce qu'à la fin, c'est justement un petit peu ça la différence. Non, non, d'essayer de commencer à gérer un club de foot, pas seulement comme si c'était un hobby du week-end, là où, disons, un propriétaire arrive là et puis il dépense l'argent de n'importe quelle manière, sinon plutôt comme une entreprise dans le sens d'être bien structuré, d'avoir une vision, d'avoir une stratégie. Donc, pas le côté entreprise, disons, où on enlève la partie émotion, mais plutôt le côté entreprise, là où cette émotion est canalisée avec une stratégie, avec une Bien structure, sûr. avec une vision, non? Mhm. Et disons que, bien entendu, il y avait des responsables de chaque département Mhm. qui finalement étaient les responsables disons, d'impulser les décisions qu'on prenait dans chaque département, mais disons, c'était moi à la fin disons, qui dirigeait, comme n'importe quel autre CEO d'autre entreprise, Mhm. le club. Et du coup, par rapport, par exemple, quand vous dites, quand vous disiez tout à l'heure, enfin, quand tu disais, attends, je vous vois, je tutoie, quand tu disais tout à Il n'y a pas l'heure de souci. que le match, c'est l'aboutissement de tout ça. Par exemple, comment se construit un match à la fin? Enfin, tu vois, moi, j'aimerais bien comprendre le processus de quand on dit, bah, on va faire tel match jusqu'à l'aboutissement de ce match-là. Quelles sont les grandes étapes? Vous voyez, à la fin, disons, il y a deux choses qui vont en parallèle. Disons, il y a Mhm. la préparation sur le terrain, c'est-à-dire comment est-ce que l'entraîneur disons, toute son équipe, parce qu'aujourd'hui, c'est des équipes de 15-20 personnes. Oui, À l'époque, c'était l'entraîneur et son assistant. Maintenant, mm, c'est l'entraîneur et ces 15 personnes qui sont autour de lui, qui analysent tout, toutes les d'accord. données des joueurs physiques, psychologiques. C'est devenu très, très sophistiqué. Donc, vous avez en parallèle cette préparation de dire, OK, on joue ce week-end contre ce rival-là et on va se préparer de manière, disons, déterminée. Et Mhm. puis après, dans les bureaux, il y a une autre préparation qui est en jeu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va annoncer le match, quelle va être notre stratégie au niveau des prix des entrées, au niveau de la Mm. télévision, comment on va faire ça, quel genre de contenu on va créer durant la semaine pour, disons, créer un engagement avec les supporters. Ouais, un teaser, Euh, ouais. si, Mm. si la semaine d'avant on a perdu, comment est-ce qu'on crée une atmosphère, comment est-ce qu'on continue quand même à avoir cet échange avec les gens dans les réseaux sociaux, et comment est-ce que durant la semaine on a une relation avec nos partenaires et qu'on crée, disons, des activations de partenariat Bien là sûr. où donc c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la préparation sportive et de l'autre côté tout ce qui est, disons, la relation avec les partenaires, la relation avec les supporters, la relation avec votre entourage, parce que souvent, même nos installations sont municipales. Ah oui, Donc, aussi, donc vrai, c'est vrai. le propriétaire du stade, c'est pas nous normalement, C'est c'est la c'est mairie, ouais. la mairie. Donc, Mm. quel genre disons, de relation on a avec eux. Donc, pour moi, c'est fascinant parce que j'ai toujours eu, disons, cette curiosité pour les choses, non seulement sur le terrain, mais au-delà du terrain. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, disons, en dehors du terrain Ouais. pour aboutir finalement à un match là où tout se passe bien, là où il y a une sécurité, là où il y a un stade qui s'ouvre, là où il y a une organisation qui est très, très, disons, détaillée de comment est-ce qu'on va gérer cet événement. C'est Mm. une grande fête avec 20-25 000 personnes. Comment C'est vous gérez clair. ça? Ouais. Il y a la sécurité, il y a le nettoyage, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, C'est fou. disons, Ouais. qui se passent, non? Et nous, ce qu'on voit à la fin, c'est l'aboutissement, le match. C'est bon, on joue, mais il y a beaucoup de choses qui se Ouais, passent. ouais. Non, mais c'est pour ça que je voulais te poser la question parce que justement, c'est ça, c'est que je me doutais bien qu'il y avait plein de choses derrière et que, bah, nous, on voit que la façade et on s'est dit, waouh, c'est super, mais derrière, il y a un travail colossal qui est fait, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Et on en parlait tout à l'heure, pareil, enfin, le lien que tu fais entre le football et le management. Mhm. Ça, j'aimerais bien que tu m'en parles. Déjà, parce que tu as lancé une boîte récemment qui s'appelle Target Mentoring. C'est ça. Et, j'aimerais que tu me dises d'abord euh, quel lien tu fais d'emblée entre le football et puis le management. Déjà, la gestion des personnes. Mhm. Parce que dans le deux cas, on parle d'être humain, non? Et le facteur humain, disons que pour moi, la grande conclusion à laquelle j'arrive après mon expérience de Mallorca, là où on a réussi à déjà avoir des très grandes difficultés à tomber de catégorie, puis après, en 2 ans, on est remonté de D3 en D1 de manière consécutive. Et Mhm. cette aventure humaine, c'était une aventure humaine. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a choisi les personnes correctes, les personnes avec la bonne culture, avec la bonne mentalité, avec la bonne vision,
Donc, déjà, le premier lien, c'est le fait que dans les deux cas, pour moi, c'est pas une question de l'industrie, du nom de la compagnie, c'est une question des personnes, du groupe que toi, tu arrives à créer et qui va te permettre d'arriver au succès. Non? Et dans le foot, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, nous, on est très habitués, disons, à planifier, disons, avoir une vision long terme, mais une flexibilité très à court terme. Et pour moi, aujourd'hui, avec le Covid, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de compagnies qui souffrent parce qu'ils sont habitués à faire des business plans à 5 ans. Oui, moi, dans le foot, je peux pas faire ça. C'est clair. Parce que l'année prochaine, peut-être que je monte, ou peut-être que je descends, ou peut-être que je joue en Europe, ou peut-être que je n'y joue pas. Et tout ça, ça a une grande influence sur ma capacité disons, de faire un planning. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses que moi, j'applique dans le foot, dans cette capacité disons, d'avoir une vision long terme, mais une capacité d'adaptation, de flexibilité sur le court terme, qui peut être, disons, appliquée dans une entreprise normale. Et c'est intéressant parce que nous, dans le foot, on a un examen chaque semaine. C'est-à-dire, moi, chaque semaine, je suis sous examen. Et donc, nous, on est habitué à que tout d'un coup, on perd 3 matchs et qu'on est en bas. Ouais. On gagne 5 matchs, on est en haut. Un joueur se blesse. Donc, nous, on est à l'aise, disons, dans cette situation d'uncertainty. Ouais, exactement. 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 Et ça, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de compagnies qui n'étaient pas prêtes pour ça, dans le prix normal, qui n'avaient pas les skills pour être prêts à gérer ça. Et je pense que de ce côté-là, on peut beaucoup apporter, disons, à une entreprise normale parce que c'est notre day-to-day, c'est notre préoccupation journalière. Et du coup, quelles sont vos missions avec Target Marketing, Mentoring, pardon? Quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux entreprises? Ben, disons, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des dirigeants de compagnies, d'entreprises qui n'ont rien à voir avec le foot. Ouais. Donc, qui font des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le foot. Mais par contre, c'est clair que quand on est CEO, on a beaucoup de problèmes semblables, c'est-à-dire en commençant par la solitude de celui qui prend les décisions. Bien sûr. Hein? Et ça, c'est la même chose si on vend des chaussures que si on vend des joueurs ou si c'est la même solitude. Non? Disons que notre premier objectif, c'est d'offrir, disons, un espace d'échange là où le CEO qui normalement n'a personne avec qui échanger parce que au-dessus de lui, son board, c'est compliqué d'échanger de manière tout à fait ouverte. Ouais, vulnérable et tout, bien sûr. En dessous de lui, beaucoup de gens, disons, perçoivent l'échange vers le bas comme un signe d'être fragile. Donc, il y a beaucoup de CEO qui veulent pas partager vers le bas. Donc, finalement, il n'y a personne qui partage. Et donc, on s'est rendu compte que cet espace d'échange, là où on a des expériences semblables dans d'autres secteurs, mais qui sont très semblables au niveau de la prise de décision, était déjà très utile, non? Dans ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'on apprend beaucoup de choses en regardant ce que d'autres font dans d'autres industries. Ouais. C'est-à-dire que parfois, on est tellement bloqué dans notre petite industrie, dans nos problèmes, disons, de notre secteur, qu'on ne se rend pas compte qu'on peut apprendre d'autres secteurs des choses qui sont très valables pour notre propre secteur. Bien sûr, manque d'ouverture et tout, bien sûr. Donc, par exemple, moi, dans le foot, j'ai beaucoup appris, par exemple, de ce que les gens font dans les compagnies aériennes. Ah oui, d'accord. Parce que tout ce qui est dynamic pricing, c'est-à-dire la dynamique d'évolution des prix des billets d'avion, c'est quelque chose qui peut être parfaitement appliqué dans le monde du foot. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de vendre un billet vendredi. C'est-à-dire, si moi j'ai un match dimanche, c'est pas la même chose de vendre un billet vendredi en sachant que le stade est déjà plein, ou en sachant que j'ai vendu que la moitié, ou en sachant que je joue contre le Real Madrid ou que je joue contre une petite équipe. C'est vrai. Et dans le monde du foot, incroyablement, il y a beaucoup de clubs qui simplement ont le même prix, indépendamment de qui vient, combien de personnes ont déjà acheté, alors que dans un billet d'avion, ça change. Mais oui, en fait, c'est ajustable selon… Oui, d'accord, très bien. Exactement. Ouais. Tout ce qui est, par exemple, la zone VIP d'un aéroport, c'est très, très semblable à une zone VIP d'un stade de foot. Ouais, le lounge, ouais, bien, d'accord. Ok. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses de ce qu'eux, ils font. Intéressant. Tout ce qui est catégorie platinum, gold, machin. Gold, ouais. Tout ça, ça peut parfément être appliqué dans le monde du foot. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, non? Intéressant, et donc, c'est très, très intéressant parce que quand on va avec une disons… Une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit. Moi, désolé, parce que moi, je parle… Non, je sais. Anglais, espagnol. Voilà, c'est ça. C'est anglais, espagnol, français, donc il est… Voilà, mais c'est pas grave. Je parle un peu espagnol, donc ça va. S'il y a des mots, je pourrais traduire. donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, disons, c'est l'idée déjà d'avoir un espace d'échange
dans des postes qui souvent sont des postes très, là on se sent très seul. Et Mhm. d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autres secteurs ou d'autres industries qui n'ont rien à voir avec le nôtre a priori, mais quand on gratte un peu plus bas, on se rend compte que oui, qu'il y a beaucoup de points en commun ou des choses qu'on peut apprendre d'un secteur à l'autre. Bien sûr. OK. Il y a une notion, vous savez, la notion d'alignement. Le fait. Ah mince, désolé. La notion d'alignement, le fait d'être dans son axe, enfin, quand on dit comme les sportifs, quand ils sont très alignés, c'est qu'ils sont hyper performants, hyper efficaces. Vous voyez? Mhm. Euh, on parle beaucoup de cette notion d'alignement en entreprise. Toi, en quoi tu penses que les leaders d'entreprise, voilà, les CEO dont tu parles, peuvent être plus alignés, peut-être avec leurs valeurs personnelles, avec les valeurs de l'entreprise, pour pouvoir être plus performants? Ben déjà, je pense que ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin, effectivement, s'il y a une vision au niveau, disons, du top management, mais que cette vision-là n'est pas comprise, n'est pas partagée, disons, sur toute la chaîne, on n'arrive pas Mhm. à avoir du succès, non? Et disons, ce qui est intéressant dans le foot, c'est que c'est un sport d'équipe. Allez Donc venir. moi, ce que j'explique parfois, c'est que et j'ai eu l'opportunité de pouvoir comparer, disons, le basket avec le foot, parce que les propriétaires de Mallorca, ce sont des propriétaires américains qui sont les propriétaires des Phoenix Suns, Ah, de ok. l'équipe de De NBA. NBA. Mhm. Donc c'est très intéressant parce que j'ai pu comparer, disons, leur vision des choses d'une perspective NBA, la vision des choses d'une perspective foot, non? Mhm. Et je vous donne un exemple très concret qui est intéressant, c'est-à-dire dans le basket, dans la mesure où il n'y a que 5 joueurs, l'influence d'un joueur qui est très très bon est énorme. C'est-à-dire qu'un joueur très bon, pratiquement, peut presque vous gagner un match. Mhm. Dans le foot, on est 11. Ouais. Donc, même si vous avez Messi, vous n'avez aucune garantie, ou pas le même niveau de garantie, de De gagner un gagner le match. match, ouais. Et donc Messi, même s'il est très bon, il a besoin des autres. Mhm. Et d'ailleurs, on voit, si c'était un sport qui dépendait qu'une personne, Messi aurait déjà gagné 5 Coupes du Monde, il ne les a pas gagnées. C'est ça, ouais. Malgré le fait que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un joueur extraordinaire, probablement le meilleur ou un des meilleurs du monde sans aucun doute, mais c'est un sport collectif. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le sport, si moi, je suis pas capable d'avoir avec moi mon gardien, mon latéral, je peux pas gagner le match. Mhm. Et donc, cette mentalité de groupe, c'est une mentalité qui peut être parfaitement appliquée, qui doit être appliquée dans une compagnie. C'est-à-dire, Bien sûr. si mon directeur de marketing, il n'est pas aligné avec son équipe, même si lui, il est très bon, il va pas y arriver. Et en revenant sur votre question, disons, une des premières questions, ce que moi j'ai appris, c'est qu'à la fin, quand tu commences ta carrière, si toi, tu es performant, toi, tu as du succès. C'est-à-dire, Mhm. à l'école, j'étudie, j'ai des bonnes notes. Mhm. À l'université, j'étudie, j'ai des bonnes notes. Mais quand je rentre dans une compagnie, dans une entreprise, plus je grimpe et moins je dépends de moi-même. Plus je, plus je grimpe et plus j'ai besoin que d'autres soient performants pour que moi je sois performant. Sinon, je Ouais, suis mort. bien sûr. Puis il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de, bien sûr, ça ne dépend pas que de nous, là, pour le coup. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que à la fin, pour moi, un bon leader, c'est celui qui est capable de se rendre compte que son succès ne dépend pas de lui. Mhm. Il dépend de sa capacité de créer une équipe autour de lui, des gens qui sont meilleurs que lui dans les choses que lui, il n'est pas bon, Mhm. Faut qu'il et de accepte créer un déjà. groupe, déjà qui sont conscients, et puis après qu'il crée un groupe de gens qui sont capables de le challenger, c'est-à-dire qui sont Mhm. capables de lui poser des questions, qui ne soient pas simplement là pour dire oui, 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 mais qui sont capables de le rendre meilleur parce qu'il pose des questions qui sont des questions qui le font réfléchir, non? Mhm. Et pour moi, c'est ça la clé disons, du leadership, c'est de ta capacité de te rendre compte que tu ne dépends pas de toi, tu dépends d'autres et de choisir ces autres. Ouais, C'est ça, c'est ouais. ça. C'est vrai, c'est toute la Qui va difficulté. m'entourer? Ouais, ok. C'est la difficulté, mais c'est la clé du succès. Ouais. Non, super, très très clair. Et tu l'as dit tout à l'heure, bon, du coup, toi, tu as été sur le terrain et tu as été aussi président de club, donc tu sais bien comment fonctionne une équipe, etc. La question que je me posais, c'est, tu vois, dans une équipe de foot, ils sont 11. Euh, Ils ont 11 avec des compétences spécifiques, avec des personnalités spécifiques. Comment tu fais pour créer la symbiose et l'unité dans ce groupe pour qu'ils aillent vers un but commun qui est la victoire? C'est un peu similaire à l'entreprise, hein, pour le coup. Tu vois, là, c'est vraiment, t'as plein d'équipes, enfin, t'as plein de personnes avec des compétences différentes et comment tu fais pour les faire travailler dans le but commun sans pour autant brider les personnalités, tu vois. C'est très intéressant. Et c'est là où je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut apprendre du sport. C'est-à-dire, ce qu'on se rend compte, c'est que les joueurs talentueux, souvent, ils sont très égoïstes.
Ah oui, non, mais c'est ça. C'est là où j'en venais. Parce que, Euh, ouais, mais de la même manière, les gens talentueux qui sont pas des sportifs ont c'est une ça. tendance à penser à eux-mêmes, non? Mm. Et donc c'est là d'ailleurs, je lisais récemment un livre très intéressant de Ancelotti, qui est un entraîneur actuel italien qui a gagné dans beaucoup de pays. D'accord. Et lui il disait que la clé, c'est d'être capable que ton message aux joueurs talentueux ne soit pas j'ai besoin de toi pour que l'équipe gagne des titres, mais plutôt comment est-ce que le groupe peut t'aider toi à Mm. être encore plus successful, Mm. non? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est Et, intéressant. Ouais. et donc de changer l'optique, c'est-à-dire qu'un joueur talentueux, si ton message va être j'ai besoin de toi pour gagner des titres, tu peux trouver des gens qui vont le faire parce que c'est des gens qui comprennent et qui ont une vision plus grande, mais en général, tu dois essayer de changer le message et le transformer dans un message où qu'est-ce que le groupe peut faire pour que toi, tu sois encore plus Mm. grand, encore plus une légende, non? Donc, un peu Encore plus successful. Ouais. un legend, non? Ouais. Et je pense que c'est là la clé, de comprendre qu'est-ce qui peut le convaincre avec le groupe, il sera encore plus successful, non? Et c'est Mm. ça la clé. C'est ça D'accord, la je clé. À mon avis, comprends. c'est ça la clé. Et l'autre question que j'avais par rapport au foot, après, je passe sur ton parcours, c'est l'ego. Enfin, ça rejoint un peu ce que tu dis hein, sur le fait que les talentueux ils sont très égocentriques, ils sont très centrés sur eux-mêmes. On a vu dans des exemples, Zlatan, Messi, je sais pas s'il est un peu comme ça, mais je sais pas. Mais comment on gère, et même toi, quand tu as été footballeur, peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, le succès est venu de manière fulgurante. Comment est-ce qu'on gère l'ego dans ces types de parcours-là comment ça se gère? Mhm. Bon, je pense il faut souvent différencier l'image que projettent certains joueurs à l'extérieur et la Mhm. réalité du vestiaire. D'accord. C'est-à-dire que normalement, ces gens-là, c'est des gens, s'ils sont arrivés là où ils sont arrivés, c'est parce qu'ils ont précisément compris l'importance du groupe. Autre Mm. chose, c'est que l'image qu'ils projettent, ça peut être une image déterminée. Mais c'est des gens qui sont très respectés dans leur vestiaire, c'est des gens que le groupe les respecte et que eux, ils comprennent l'importance du groupe. Hein. Donc, je Mhm. pense qu'il faut vraiment faire attention parce que souvent, disons, la Oui, presse projette oui, une les image médias peuvent dépeindre. Ouais. mais très souvent, c'est des gens précisément que c'est les premiers qui arrivent à l'entraînement, c'est les derniers qui partent, c'est des gens qui sont très exigeants avec leurs propres collègues parce qu'ils comprennent qu'ils ont besoin des autres pour avoir du succès. Non. Mhm. Donc, à mon avis, il faut faire attention par rapport à ça. Après, comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est une question de comprendre qu'est-ce qu'eux, ils ont à cœur. Non. Mm. Pourquoi ils jouent? Qu'est-ce qui les fait rêver? Pourquoi ils sont là? Non. Pourquoi ils sont Quel est là? leur driver, quoi. Mm. Et on a tous une raison d'être là, non? Mhm. Et à mon avis, dès qu'on comprend quelle est leur raison d'être là et qu'on les traite d'une manière normale, c'est-à-dire parfois les gens très talentueux, ils ont trop l'habitude d'être traités de manière spéciale et ils Mm. ont besoin aussi d'être traités de manière normale, que c'est des êtres humains, qu'ils ont leurs propres problèmes, ils ont leurs Bien propres sûr. inquiétudes. Mm. Et à mon avis, c'est d'essayer de comprendre quels sont ces drivers-là qu'ils ont. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on crée une relation personnelle, c'est là où je reviens sur la partie humaine, non? Mhm. Où le type, il voit que c'est pas, tu me parles pas parce que je suis tel, mais tu me parles parce que tu vraiment, you care. Mhm. Tu as vraiment un intérêt profond pour moi comme personne. Bien Et à un sûr. moment donné, c'est là où eux, après, ils te rendent l'appareil, non? Parce qu'ils ont compris que c'est pas seulement une question que tu profites d'eux, comme beaucoup d'autres gens, comme la plus grande partie des gens profitent d'eux. Si Mhm. toi, tu crées une connexion réelle au niveau humain, c'est là où je pense que tout change. Bien sûr. Très, très clair. Super. Là, j'aimerais bien passer, du coup, à ton parcours. Comment t'en es arrivé là, à faire tout ce que tu as fait. Tu es né et tu as grandi en Suisse, c'est ça? Mhm. C'est ça. Ton papa est d'origine congolaise et ta maman d'origine d'Italie, c'est ça? Italienne, Italienne, il me semble. c'est ça. Est-ce que tu peux me raconter comment était ton enfance? Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance? Et tu m'en as un peu parlé en intro avec le foot, mais de quoi tu rêvais? Est-ce que dès petit tu rêvais d'être footballeur? Tu as un peu fait du judo avant? Quelle était ton enfance, ton environnement dans lequel tu as grandi? C'est intéressant. Moi, je dis souvent qu'à la fin, j'ai eu la chance d'avoir un encadrement familial, je pense qu'extraordinaire, non, dans le sens où j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont déjà toujours dit que le foot, disons, c'était du bonus, c'est-à-dire Ouais, c'était le c'est un plan B, hobby C, ou D ou E ou Z. mmh
mais qu'avant tout, c'était disons, d'étudier, d'avoir une formation. Disons que ça a toujours été très clair de dire quelles sont les priorités. La priorité ici, c'est de faire des études. Mhm. Qu'est-ce que tu veux devenir après? Ce que tu veux. C'est pas une question de qu'est-ce que tu vas devenir, c'est assure-toi que tu auras tous les instruments pour pouvoir, dans ta vie, être quelqu'un qui puisse se défendre correctement, qui puisse avoir Mhm. une carrière, qui puisse ne pas dépendre d'autres. Donc ça, c'était déjà important. Et puis après, des parents, disons, qui te soutiennent, non? C'est-à-dire Mhm. que quand il faut, je me rappelle toujours ma mère, moi je mangeais rien quand j'étais petit, j'allais faire des tournois et elle se réveillait à 6 heures, me fait préparer je sais pas quoi. Trop Donc chou. tu sens que tu es entouré de gens qui te laissent ton espace, Mhm. mais qui t'appuient. Et quand il faut aller à l'entraînement, on va à l'entraînement. Il faut aller chercher l'entraînement. Vous savez, quand vous faites du sport à haut niveau et vous êtes jeune, c'est un investissement incroyable au niveau de la famille, hein. Ouais, Ça veut dire j'imagine. Ouais. les vacances, vous oubliez. Mhm. Les week-ends, là où la famille ont des plans, vous oubliez. Mhm. Les anniversaires, machin, vous oubliez. C'est-à-dire que les gens, ils voient que la photo finale. Oui, c'est vrai. Mais pour arriver là, ça veut dire que depuis l'âge de 7 8 ans jusqu'à 18 ans que tu pars de la maison, la vie de la famille tourne autour de toi. Parce qu'à la fin, le week-end, on peut rien faire parce que Maïta, il a un match. En vacances, il faut faire des vacances parce que finalement, il a sa préparation. Donc, la préparation arrive en même temps que les vacances d'été. Donc, finalement, les vacances Mhm. d'été, c'est-à-dire il y a beaucoup de sacrifices, pas seulement de toi-même, mais de ton entourage pour que toi, tu arrives à un certain niveau, non? Et Mhm. c'est pour ça que moi j'aime bien ne pas oublier cette facette-là parce que je pense que j'aurais jamais pu arriver là où je suis arrivé et j'aurais jamais eu les opportunités si j'avais pas eu un encadrement familial d'appui, de soutien. Parce qu'à la fin, quand tu es petit, si on t'amène pas à l'entraînement, tu peux pas tu peux pas y aller tout seul. Bien Non, sûr, c'est-à-dire, c'est ça. Oui, oui, bien et, sûr. Il faut vraiment un soutien. Je suis d'accord. et moi, j'ai eu la chance extrême d'avoir ce genre d'encadrement familial-là. Mhm. Et puis après, je pense que au niveau culturel, c'est vrai que pour moi, c'est une grande richesse voilà, d'avoir un papa congolais avec ce que ça représente. Moi, j'ai toujours été un grand fan de la culture congolaise. Non, moi, Mhm. j'ai lu beaucoup sur l'histoire du pays. Je connais Patrice Lumumba. Enfin, c'est-à-dire, ce côté-là, disons, des valeurs africaines, ça a été très important. Mais en même temps, ma mère est blanche. C'est une blonde aux yeux bleus. Mhm. Et elle est italienne. C'est-à-dire que moi, je vois pas les couleurs. C'est-à-dire, moi Mhm. c'est pas. Donc, il y a des matins, je me sens très italien. Et puis après, l'après-midi, je me sens très congolais. Et puis, donc c'est-à-dire C'est c'est une une grande mixité richesse. culturelle, bien sûr. C'est une grande richesse, disons, de pouvoir comprendre ces choses-là. Et puis de comprendre qu'à la fin, c'est pas une question d'être congolais, italien. C'est une question de qui es-tu toi comme personne, non? Quel genre de C'est ça. valeur tu as. Et puis la culture de la méritocratie, non? C'est-à-dire, on bosse, on Mm. bosse, on bosse Mm. et on bosse. Et puis souvent, la plupart du temps, si tu bosses, ça arrive. Quand? C'est une question de temps. Mais c'est un petit peu ça que moi j'ai vécu dans ma famille, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, la tolérance, la conscience que chaque chose a ses choses positives et ses choses négatives. Et Mm. il faut voir, disons, la photo globale, non? Ouais. Donc, en définitive, j'étais très chanceux. Super, c'est top. Et donc, tu as parlé de tes études. Tu as fait des études de droit. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le droit? Pourquoi le droit et pas pas un autre domaine? Ben écoute, moi, j'ai toujours été un peu, j'ai toujours aimé tous ces films là où il y avait, disons, cet élément de défense des gens qui ont besoin d'être défendus, non? Ok. J'ai toujours beaucoup aimé cette partie-là. Je pense que c'est un petit peu pour ça que je me suis lancé dans le droit. Non, j'ai toujours été. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé aussi un petit peu disons la politique. J'ai fait droit et Sciences Po. Oui, c'est ça, Donc, ouais. c'est vrai que beaucoup d'hommes politiques ont aussi étudié du droit. Donc, je sais pas, je pense qu'il y avait un petit peu non, j'ai Cette toujours été un fibre, peu ouais. Mm. attiré par ça. Je pense qu'aussi souvent, les avocats sont des personnes qui savent trouver les arguments pour convaincre, non? Mm. Parce que c'est leur travail, non? Même si parfois, en soi-même, ce qu'ils défendent, c'est pas forcément la chose la plus juste, mais ils doivent le défendre. Donc, ils Mm. doivent trouver une manière de défendre, même les situations qui sont les plus extrêmes, Bien sûr. ils doivent être capables de le défendre. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai un de mes grands, disons, comment dire ça, une personne que j'admire le plus, c'est Patrice Lumumba, non? Mhm. Qui a été, disons, au cœur de l'indépendance du Du Congo. Congo, ouais. Et c'est vrai que c'est une personne sans être avocat, c'est une personne qui te transmet, voilà, cette capacité de convaincre, non? D'avoir des Mhm. arguments. Et je pense que là,
disons, probablement la chose qui est la plus proche de ça, c'est les études de droit, non? Ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est très, très juste ce que tu dis. Et donc, tu as fait Sciences Po et ensuite tu es parti à Washington pour faire ton barreau à New York. Pourquoi tu es parti là-bas? Enfin, pourquoi t'as pas fait... Parce que tes études de droit, tu les as faites où, à la base, en Suisse ou à Madrid? Non, alors moi j'étais en Suisse jusqu'à l'âge de 18 ans. Mhm, À 18 ans, je m'apprêtais à commencer mes études de droit d'ailleurs à Genève. mhm. Et c'est là où l'opportunité d'aller à Madrid, disons, D'accord. apparaît. Mhm, Donc là, je fais le choix d'aller jouer à Madrid, à l'Atlético. Et là, j'ai la question de savoir qu'est-ce que je fais avec mes études. mhm, Moi, je parlais pas espagnol à l'époque. C'est vrai que je parlais italien, mais je parlais pas espagnol. Qu'est-ce que je fais? Et mhm, c'est là où, disons que c'est là où, si tu as des valeurs solides, si tu as dans ta tête, si tu es au clair par rapport à quelles sont tes priorités, pour moi, c'était clair que je devais étudier. mhm. Comment? On va trouver une manière, mais je dois étudier et je dois essayer même si j'ai le foot, même si ça va me prendre beaucoup de temps, mais je dois étudier. Et donc, c'est là où je commence mes études de droit et de Sciences Po, parce que là, je peux faire les deux. Mhm. Donc, j'ai fait droit et Sciences Po, et en même temps, le foot. Ça Qu'est-ce doit qui être s'est fou. passé par... Et donc, disons j'ai joué, pendant que je jouais, donc autant en Espagne, comme en Allemagne, comme en Angleterre, j'ai toujours continué mes études de droit et de Sciences Po en parallèle du foot. D'accord. Et, Ok. et, et c'est là où tout d'un coup, comme moi j'arrête de jouer et que je rentre chez Baker McKenzie, comme j'avais continué à étudier et puis que j'ai fini mes études, c'est là où, après 7 mois, l'université de Madrid m'appelle et me dit, voilà, on vient de signer un accord de collaboration avec l'université américaine. Hmm. De par les notes que tu as obtenues, tu as droit à avoir une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Oh, ok. Est-ce que tu serais intéressé à y aller? Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Tu peux dire, OK, moi, je viens d'entrer chez Becker, je suis à l'aise, je viens d'entrer, ça fait 7 mois que je suis là, Hmm. j'oublie les États-Unis et je reste ici. Ou tu peux penser un peu plus grand, pensant quel genre d'opportunité ça va m'ouvrir. Hmm. Et c'est là où j'ai un petit peu forcé Il au niveau de faut. Becker pour dire, écoutez, je ne peux pas ne pas prendre cette opportunité-là. Je peux aller une année aux États-Unis, c'est une opportunité fantastique pour Super. moi, disons, de connaître de nouveaux gens, de penser de manière différente, de m'ouvrir l'esprit. Et c'est comme ça que je suis parti à Washington faire des études de droit international, qui n'avaient Mhm. rien à voir exactement avec ce que je faisais chez Becker, parce que Becker, j'étais dans le département du droit du travail. Ah oui, d'accord. Donc, Donc, rien à voir. Ouais. donc, je ne suis pas allé étudier quelque chose qui était directement applicable à ce que je faisais chez Becker. Mais par contre, pour moi, c'est important de penser think big, non? Ouais, Penser ouais, ouais. à l'opportunité au-delà, disons, Des concrètement de ce que je contraintes. faisais Ouais. chez Becker. Et du coup, quand tu étais aux États-Unis, tu faisais Baker en même temps ou tu as fait une pause pour faire J'ai fait ça? une pause. Tu as fait une J'ai fait pause, une hein? pause. Ok. J'ai fait une pause durant une année. Mhm. Et puis après, quand je suis arrivé au terme de mon LLM, de mon master aux États-Unis, c'est là où je me suis rendu compte que en ayant fait ce master, je pouvais aussi faire l'examen pour être avocat à New York, l'examen Ah, du ok. barreau de New York. Ok. Ce qui voulait dire rester encore 3 autres mois aux États-Unis. Et c'est là où j'ai de nouveau poussé un peu plus avec Toujours mes, plus. avec, avec mes chefs de l'époque à Becker pour leur dire, écoutez, c'est 3 mois de plus, laissez-moi le faire, c'est Ouais. important. Et je l'ai fait. Donc, je suis resté 3 mois de plus, j'ai fait l'examen du barreau, j'ai eu la chance de pouvoir le réussir, et puis après, je suis revenu. D'accord. Je Oh, suis top. revenu. Mais non, mais ce que tu soulignes est très important, hein. Le fait de, tu vois, enfin, si tu n'avais pas poussé, tu n'aurais pas eu ces opportunités-là. Donc c'est top. Tu sais, je pense que c'est question de get out of the comfort zone, non? C'est-à-dire, Mhm. toi, mais après, c'est une question de caractère. Et je dis pas que Aussi, je dis pas que c'est mieux ou c'est pire. Chacun a sa manière d'être. je suis Il y d'accord. a des gens qui sont très à l'aise dans une dynamique où tout est bien marqué. Pratiquer, ouais. Exactement, ils sont grandis. Et c'est tout à fait valable, hein. Mhm. Pas tout le monde a une vie où tu cours partout. Moi, j'aime ça. Moi, Moi j'aime aussi. l'activité. Moi, ça me va aussi. Mais j'ai appris aussi à tolérer d'autres visions. Oui, 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 il À, faut. à tolérer que c'est aussi bien. Il y a des gens qui aiment être dans une routine, de savoir où ils sont, tout est bien calculé, tout est bien prévu, tout est bien cadré. Et c'est juste aussi, hein. C'est pas Mhm. forcément que ma vision doit être la bonne, non? Parce que c'est vrai que cette vision de vouloir faire beaucoup de choses, ça a aussi son prix Oui, à bien sûr, il y payer a au des niveau effets pervers, bien sûr. de la famille, de tes amis. Moi, il y a beaucoup d'amis qui sont mes amis d'enfance et ce que je vois pas, parce que je suis tout Mhm. le temps partout. Est-ce que ça me compense? Dans mon cas, j'envisage pas une vie d'une manière différente. Donc Mhm. pour moi, c'est bon. Mais je comprends que pas tout le monde partage cette vision et j'ai appris avec le temps à le respecter et à donner de la valeur aussi à cette autre vision de la vie. Bien sûr.
Ouais, ouais, très important. Et quand tu reviens des États-Unis, tu repars chez Baker, Mhm. McKinsey, et là tu Mhm. montes le département du droit du sport, c'est ça? Alors, Est-ce que tu peux exactement. Donc, m'expliquer? Explique-moi un peu comment ça s'est fait et pourquoi tu l'as fait et voilà, les tenants et les aboutissants. alors, disons que je reviens en 2000. Donc, moi, je finis de jouer en 2007. Mhm, Je pars l'année 2008 aux États-Unis et puis en 2009, je reviens en mars 2009, je reviens chez Baker. mhm. Et quand je reviens chez Baker, je me rends compte que finalement, c'est une grande boîte, c'est une pyramide, c'est-à-dire qu'à un moment donné où il n'y a pas la place pour tout le monde pour arriver au sommet de la pyramide. Comme toutes les Donc grandes à la boîtes, fin, ouais. Ouais. ça devient une question de savoir, ok, qu'est-ce qui me rend différent? Mhm. Qu'est-ce que moi je peux apporter que d'autres ne peuvent pas apporter ou disons, qu'est-ce qui me rend différent par rapport aux autres? Ouais, ta singularité, quoi. Mm. Qui sont tous intelligents, qui sont tous des gens préparés, disons que qu'est-ce qui va me rendre différent? Et c'est là que je me suis rendu compte que le fait que moi je connaissais le secteur du football, que j'avais été dans un vestiaire, que j'avais certains contacts, me rendait différent par rapport aux autres personnes qui étaient là avec moi chez Becker. Et je me suis rendu compte que le secteur du sport en ce moment-là devenait un secteur global. Mm. C'est-à-dire qu'il y avait un match entre, il y avait, disons, une coïncidence entre le fait que ce secteur global avec le fait que Becker est un cabinet global. Oui, qui est un très très grand cabinet, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Baker Et, et- McKinsey. Ouais, et donc, je me suis rendu compte que ce que Becker apportait à leurs clients, qui était le fait d'être partout dans le monde, était exactement ce qu'un athlète, ce qu'un club, ce qu'une fédération recherchait parce que c'est un secteur qui devenait de plus en plus global. Alors qu'avant, c'était bien un sûr. secteur très local, c'est Mhm. devenu global. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi on n'essaie pas de créer un département là où le fait que Becker soit global fasse Match avec un match avec le fait que le sport était global. Mais, mais, Smart. Ouais. mais, mais tu sais, maintenant on en parle et ils ont des grands clients et c'est fantastique. Mais moi, quand j'ai lancé cette histoire-là, les gens, ils rigolaient. Bah oui, c'est clair. Les gens, ils Ouais. rigolaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'un avocat cherche dans un secteur qui est pas sérieux, qui est borderline dans beaucoup de Bien sûr, situations, qui est flou en dire, fait, c'est que c'est flou, on voit pas très bien et tout, d'où le droit vient s'immiscer quoi. qui, qui était flou. Maintenant, c'est un secteur beaucoup plus Oui, qui était sérieux, flou, bien sûr. beaucoup plus structuré, mais a priori, c'était pas évident le match. Mhm. Non, c'est ça que je veux dire. Donc, des fois, il Ah faut un ouais, petit peu aussi penser au-delà parce que les gens ils disaient, mais écoute, toi, ce que tu veux, c'est aller voir des matchs gratuits. Enfin, les gens, ils rigolaient. Les bien gens, ils sûr, rigolaient. bien sûr. Et ça, Et puis, comment tu t'y prends? Tu vois, c'est la question que je me pose, c'est encore une fois, je fais un parallèle avec ce qu'on vit en entreprise. Hein. On peut avoir des idées un peu innovantes, qu'on pense en tout cas innovantes, mais on nous regarde avec des grands yeux en disant mais c'est n'importe quoi ce que tu veux faire. Comment tu as réussi à convaincre et à le mettre en place? euh, c'est là où je te dis que c'est important de trouver quelqu'un qui croit en toi. Mm. À la fin, euh, Des moi, j'ai sponsors toujours, quoi. moi, j'ai eu la chance d'avoir un godfather, non? C'est-à-dire d'avoir Mhm. ton parrain dans le monde professionnel, d'avoir quelqu'un Professionnel, bien sûr. Ouais, un qui, qui, sponsor, un mentor. qui croit en toi, qui croit en ta vision. C'est-à-dire qu'à la fin, je pense que la vie, c'est un peu ça, non? Mhm. C'est de toi ne pas te donner les moyens d'avoir du succès Mhm. jusqu'au jour où tu trouves quelqu'un qui croit en toi. Mais Ouais, disons que c'est deux parties. C'est toi te donner les moyens, toi avoir les instruments, avoir les ingrédients dans le frigo, c'est-à-dire essayer d'avoir tous les ingrédients pour que le moment arrive quand on va préparer une recette, j'ai tout dans le frigo. ouais. Parce que Mm. si j'ai pas le réfrigérateur plein, je vais nulle part. Donc, Mm. mon obsession, ça a toujours été ce que moi je contrôle, c'est ce que j'ai dans le frigo. Mhm. Je vois. Après, la recette, ça on verra. Non, et moi, j'ai eu la chance, disons, de trouver une personne chez Becker qui a cru à l'idée, qui a cru à la vision, qui m'a appuyé. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était 2 années, là, on n'a eu aucun client. C'est-à-dire Mm. 2 ans où toi, chez Becker, c'est très exigeant chez Becker. Bien C'est-à-dire, sûr. vous avez des heures à faire chaque jour. Et donc, tu n'as pas le temps de dédier 3 heures à autre chose parce que les 3 heures que tu dédies à autre chose, c'est des heures que tu ne factures pas à tes clients. Bien sûr. Et donc, la pression. Et moi, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui m'a dit non, ok, si tu as 8 heures à faire, fais 6 heures et 2, tu peux le dédier à quelque chose qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais moi, je crois que un jour, ça va être quelque chose. Donc, vas-y. C'est fou. Ouais. Fais tes 6 heures et les 2 heures, c'est moi qui va te permettre de pouvoir les dédier à quelque chose qu'aujourd'hui, il n'y a rien, mais qu'un jour pourra, disons, peut-être amener ses fruits. Et voilà, et comme je te disais, c'est ça qui a été ma grande chance de trouver quelqu'un qui a cru
à cette vision, qui m'a appuyé, qui m'a donné les possibilités de pouvoir montrer ce que j'avais dans le frigo. Bien sûr, non, c'est fou. Non, mais franchement, c'est un bon exemple. Je voulais vraiment que tu en parles parce que je trouve que c'est un bon exemple comment dire, de prise d'initiative, en fait. Et que certaines personnes ont peur de faire parce que se disent, oui, mais moi, j'ai mon poste, ça suffit. Mais souvent, on attend ça. Effectivement, comme tu le dis, c'est pas toujours bien accueilli. Mais il faut avoir la chance, ou bien même provoquer la chance d'avoir des sponsors ou des mentors qui nous soutiennent, quoi. Après, à mon avis, il faut aussi comprendre que le sponsor, tu dois lui apporter une solution et pas un problème. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, si moi je vais être ton sponsor et qu'à la fin, ça veut dire que moi je vais dédier, en plus de tes 2 heures, moi, autres 3 heures, it doesn't fly. Ouais, c'est Ça ça. va pas marcher. Ouais. C'est-à-dire, Ouais, et moi d'accord. je me suis rendu compte que, OK, il va me sponsoriser, mais ça veut dire que moi je dois prendre l'initiative. Mm. Et que pour lui, ça c'est pas une question de dire oui, littéralement, oui. Ça Ouais, prend oui ou 30 non, secondes. oui, voilà, oui ou non, mais en tout cas, c'est rapide pour lui. Mm. Mais disons, le mémo de création, c'est moi qui dois le faire. L'analyse de marché, c'est moi qui dois la faire. Bien sûr. C'est moi qui dois les faire. C'est-à-dire que mon sponsor n'est qu'à dire oui. Mhm. Littéralement, oui. Mhm. Ça lui prend 30 secondes. Parce que si ça commence à lui prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, là, ça devient autre chose. Bien sûr. Et c'est là aussi où beaucoup de gens font l'erreur de penser que le sponsor, finalement, c'est lui qui va faire le travail pour nous. Non. Pas du tout. Moi, j'ai l'idée, moi, je l'apporte, mais moi, je cuisine tout. Mm. C'est-à-dire, je prends les ingrédients dans le Dans le frigo, réfrigérateur, again. je cuisine, je le mets dans le plat, et moi, simplement, j'arrive et je lui dis, tu aimes ce plat? Et lui, il prend une petite cuillère, il goûte, il dit oui, c'est tout. Mm. 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 Et à Très mon avis, clair. c'est ça qu'on doit comprendre, c'est-à-dire que le sponsor, il va faire ça, il va goûter un petit peu du plat et c'est tout. Ouais, Euh, ouais. sans cela, ça risque de pas, ça va pas marcher. Bien sûr. Non, non, et tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien Ouais. de le rappeler. Donc, suite à ça, t'as fait plein d'autres choses, notamment à la FIFA. Tu peux m'en parler Mhm. rapidement? Oui, bah, disons qu'après, disons, mon passage par Baker McKenzie, qui arrive à son terme en 2016, c'est là où moi je rentre au Real Mallorca. Mhm. Et là, ce qui se passe de nouveau, c'est qu'un de mes clients chez Baker McKenzie décide d'acheter un club en Espagne, suivant nos recommandations. Il achète le club et quand il achète le club, il me demande si moi je veux gérer ce club pour lui. Mm. Et donc, voilà, je passe 4 ans au Real Mallorca et quand l'aventure se termine en février 2020, c'est là où j'ai l'opportunité de pouvoir commencer à collaborer avec la FIFA, disons, d'une manière part-time. Et là, simplement, c'est un programme de formation pour des dirigeants du monde entier, disons qu'on a créé, là où la FIFA choisit 30 dirigeants du monde entier, du Dirigeant de club, hein, Brésil, c'est ça? des gens de club, c'est-à-dire Ouais. des présidents, des CEO, des directeurs sportifs, des directeurs de marketing. Et disons, c'est 30 personnes qui sont des dirigeants de clubs dans tout le monde, du Brésil, des États-Unis, de la Suisse, de la France, etc. Et puis nous, ce qu'on a fait, c'est créer un programme de formation pour eux qui Mhm. dure une année, Mhm. là où 2 fois par mois, on leur offre la possibilité d'avoir accès disons, à des speakers du niveau d'Arsène Wenger, Ivan Gazidis, le CEO d'AC Milan, disons, Mm. de gens très très top qui leur permettent disons, d'échanger des expériences de gestion disons, d'un club. Ok, Donc super. c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Intéressant. Alors, il y a une question que je pose souvent dans ce podcast, c'est la notion de sweet spot. C'est un Mhm, peu l'endroit où on se sent à sa place. Est-ce que mhm. tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui, avec tout ce que tu fais? C'est une très bonne question. Je crois pas que je sais pas que je crois pas que j'ai un sweet spot. Mhm, Je pense que mon sweet spot, c'est, disons, mon driver, c'est la passion. mhm. Je suis pas capable de faire quelque chose si mon sweet spot, c'est tout ce qui me rend, disons, qui me donne l'énergie de me lever le matin. Qui te rend vivant, quoi. Et comme j'ai touché à beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui me donnent cette énergie-là, non? Mm. Et je pense que c'est avant tout, disons, cette énergie. Moi, j'ai besoin d'être avec des gens. Disons, ma pile dynamo, c'est les gens. C'est l'interaction avec les gens, c'est l'association que j'apporte quelque chose, non? Mhm. Et ça peut être dans le monde du droit, ça peut être dans le monde du sport. J'ai pas forcément un secteur ou une chose qui forcément me occupe toutes mes pensées. Non, c'est pas ça. C'est plus, La j'ai besoin manière, en fait. La manière de le exactement. faire, C'est ouais. c'est le chemin, non? Intéressant. C'est le chemin. Et le chemin, c'est la passion. Mhm. Je suis une personne qui a besoin de cette passion-là. Moi, j'ai besoin de sentir que
que j'ai ce fire, non? Mhm. Ce feu dedans. Ce feu, ouais. Non, Exactement. je te comprends. Super. Là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le tamis de Gatéméry. OK. Est-ce que tu peux me dire, pendant tes différentes transitions que tu as eues, tu Mhm, en as eu plein, mhm. quelle a été ta plus grande peur et comment tu as su la surmonter? Bah, c'est clair que quand on passe dans un moment de transition, non, où tout d'un coup, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des périodes disons, le problème du sport, c'est que ça vous, disons que moi, depuis l'âge de 7 8 ans, on m'a toujours marqué tout. C'est-à-dire, il y a pas d'espace disons, pour la créativité au niveau de ta vie personnelle. Ah, d'accord. Depuis que tu as 7 8 ans, ils te disent tout. C'est-à-dire, tu t'entraînes à telle heure, tu finis à telle heure, tu vas manger à telle chose, le week-end, tu fais ça, 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 et tout d'un coup, tu sors de ce cadre qui est très, très structuré. Et d'ailleurs, c'est ça le problème qu'il y a beaucoup de sportifs font, c'est que depuis que tu es tout petit, on t'a toujours mis dans une structure très, très cadrée, structurée. On t'a dit toujours ce que tu devais faire tout le temps. Mhm. Et tout d'un coup, quand ça s'arrête, tu es perdu. C'est ça, j'imagine. C'est-à-dire que toi, ton week-end, c'est un week-end qui était structuré. Ton week-end, c'est ça. Le samedi matin, tu as l'entraînement. Le samedi après-midi, tu te reposes, tu manges certaines choses pour être prêt pour le match. Dimanche, le match. Et ton week-end, c'est ça. Mm, Et durant 30 ans, mon week-end, c'était ça. mm, Et tout d'un coup, ouais. je me suis retrouvé dans une situation où, ok, disons, moi, j'ai pas de hobby. J'ai pas, Non, c'est parce que intéressant, c'est ma intéressant. vie a tourné autour du foot. Non, Mhm, c'est ça la réalité. D'un coup, tu te retrouves dans une situation où toi, tu dois être capable de créer ton propre horaire, de créer ta propre structure de choses que tu fais, au-delà de cette chose, de cette passion qui a occupé tout, qui a pris, mm. qui t'a pris, qui t'a envahi, qui t'a transporté durant 30 ans. Et pour moi, ça a été un challenge incroyable. Donc, en fait, challenge Disons, de, ouais, de réapprendre à juste lâcher prise, à juste chiller, entre guillemets, quoi. à, à, à reconstruire ton identité au-delà de cette passion qui a tout pris. Mm. Et ça, comment est-ce que tu le fais? Comment tu l'as Ah, fait? je continue à avoir des difficultés. Ok, ok. Non, mais C'est, c'est, c'est très intéressant parce que, et c'est vrai ce que tu dis parce que souvent, on dit souvent que ceux qui ont des passions sont hyper focus dans leur passion et donc ont des ER, entre guillemets. Et c'est vrai que toi, à un moment, t'en sors pour justement distiller cette passion dans d'autres domaines. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, que le fait que de réapprendre à juste sortir de ta passion, quoi. et apprendre que parfois, la passion t'empêche de voir les choses comme elles sont réellement. C'est ça. Non? Mhm. Ça peut t'amener à manquer disons, de distance critique. Donc, moi, ce que je continue à faire, je continue à apprendre, moi, non, je suis très honnête avec toi, c'est-à-dire que je continue à apprendre, c'est-à-dire dans le sens de dire, j'ai besoin parfois de prendre cette distance, de dire, OK, non, 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 on prend une distance et on voit les choses d'une autre perspective. Mhm. Et parce que souvent, ça manque. Quand cette passion te prend tellement, t'envahit tellement et occupe tout, tu vois plus la réalité, tu vois cette réalité, Ouais, t'as la pas tête la dans le réalité. guidon, en fait. T'as la tête dans le guidon et t'as pas ce recul Exactement. nécessaire, bien sûr. Exactement. Et donc, Mhm. c'est ça qu'on apprend. Hein. C'est ça comme moi que j'essaie d'apprendre, de prendre cette distance-là et de voir parfois le foot de notre perspective. Non, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a pas apporté, quelles sont les choses que j'ai pas vues ou que Mhm. j'ai négligé à cause de ça. Non, Bien donc, sûr. c'est intéressant, c'est très intéressant. Non, non, mais c'est hyper intéressant, effectivement. Euh, quel est le meilleur... Est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné ou bien une maxime de sagesse, une citation qui te porte tous les jours et qui t'inspire? C'est rigolo parce que quand on a eu un moment de difficulté au club et on est tombé de catégorie, on a été relégué, Mhm. qui a vraiment été un drame pour nous. Et puis au niveau personnel, c'était vraiment disons, mon premier grand échec au niveau professionnel. Relégué, ça veut Non, de, dire quoi? Ça veut dire que enfin, vous étiez dans une c'est-à-dire, catégorie, c'est-à-dire que, on vous a exactement, downgradé? exactement, vous êtes tombé dans la suivante. Tu penses que c'est vraiment c'est vraiment la fin du monde. Tu penses que c'est la Mhm. fin du monde. Mhm. Et il y a un homme politique de la région avec qui j'ai une bonne relation qui m'a dit une phrase que sur moi j'ai trouvé très banale. Mhm. Et puis après, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il a raison, non? Et il me disait, tu sais, Maïta, à la fin, le, 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 le soleil, le soleil reviendra. Le soleil finit toujours Par briller, quoi. el sol volverá.
volverá al Ah, sol, ça, ¿no? voilà, eso, oui. En gros, oui, à Et, terme, le soleil brillera, quoi. et le soleil se lève toujours. Voilà. Le soleil finit toujours par se lever, Il hein. se couche et il se lève. Oui, c'est vrai. Oui, oui, d'accord. Ouais. Et sur le moment, je disais, ça m'a l'air malin. Et il a raison. Parce que Mm, sur le moment, tu vois que la nuit, tu es là, tu dis, tu n'arrives pas à penser qu'à un moment donné où les choses vont pouvoir changer. mhm. Parce que tu es tellement triste, tu es tellement déçu, tu es tellement déçu de toi-même, déjà, premièrement, parce que Bien tu penses sûr. que c'était un grand échec personnel Mhm, et tu vois pas la lumière. Et quand on te dit ça, tu dis, mais non. Et c'est une question de temps avant que le soleil revienne. C'est juste une question de temps. Et c'est une mhm, question d'être là, de prendre ton parapluie, d'être sous ton parapluie, et la pluie, elle tombe, elle tombe, elle tombe, et de pas lâcher. mm. De pas lâcher parce que ça, il va pas continuer à pleuvoir tout le temps. Oui, c'est clair. Ouais. Et toi, à ce moment-là, quand tu es dans l'échec, tu penses que tu vois que la pluie, hein, tu vois que la pluie, tu vois que la nuit, tu vois que le tunnel. Et c'est juste, c'est vrai, tôt ou tard, ça sort. La question, c'est est-ce que tu vas fermer le parapluie et laisser que la pluie te trempe totalement, te moule Mm, totalement, tu vas te jeter par terre et tu vas t'abandonner à toi-même. C'est un mm, choix. Ou, comme tu sais que le soleil va revenir, tu sais pas quand il va revenir, tu te mets dessous, tu tiens le coup, tu essaies de faire en sorte que le parapluie ne vole pas mm. et tu tiens. Et tu Ouais. tiens, et tu tiens, et tu tiens, et tu tiens, et tôt ou tard, le soleil revient. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Parce Mm, que je me suis rendu compte que dans ce moment-là où moi je pensais que ça allait être que de la pluie, que l'obscurité, que le tunnel, j'ai tenu le coup, je me suis mis sous le parapluie, je me suis mouillé les pieds, je me suis mouillé la chemise, je me suis mouillé tout, mais j'ai tenu. mm, J'ai tenu, et le soleil il est revenu. Il est mm. revenu encore mieux qu'avant parce que j'ai réussi à me relever, j'ai réussi à remonter une deuxième fois. Et en 2 ans, j'étais au niveau où moi je rêvais, c'est-à-dire au niveau top du championnat espagnol, non? Qui est Génial. probablement le meilleur championnat du monde. Et j'ai beaucoup appris de cette phrase-là. Ah, c'est génial. Bah oui, comme quoi. Et puis c'est intéressant aussi ce que tu dis, le fait que parfois on nous dit quelque chose, mais ça résonne que plus tard. Tu vois? Tout à fait. Ça résonne Tout à que fait. plus tard parce que sur le coup, on se dit ouais, enfin, quand on est hyper dans, c'est comme les gens qui me disent ça va aller. T'es là, oui, bon, ça va aller. Je sais que ça va aller, mais là, j'ai besoin d'autre chose. Et en fait, c'est après coup qu'on s'en rend compte. Mais, 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 mais pas seulement de dire ça va aller, that's it. Ok, mais qu'est-ce que je fais pour que ça aille? Mm. Je reviens à l'exemple du parapluie, c'est-à-dire si dire ça va aller, ça veut dire je jette le parapluie, je me jette par terre et je pense qu'un jour ça va se régler. C'est Non. vrai, c'est vrai. Mm. Moi, ce que je dis, je suis conscient que j'ai encore le parapluie, je suis conscient que ça va sortir, que ça va s'améliorer parce que moi, je vais garder le parapluie, parce que je vais faire en sorte que mes chaussures ne se trompent pas complètement, parce que je vais lutter, puis je vais me mettre dans une position où la pluie tombe, mais la pluie tombe d'une manière, elle tombe de beaucoup de manières, la pluie. Oui, bien sûr, ça dépend de l'angle dans lequel on se met. Bien sûr, je suis d'accord. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai un parapluie, d'être conscient que j'ai un parapluie et que je vais m'en sortir parce que je garde bien le parapluie, je le positionne bien. Mm, mm, Donc, moi, je dis pas de m'abandonner à la chance. C'est ça la différence. mm. Non, ça va aller, mais parce que moi, je vais faire en sorte que ce que moi, je contrôle va avoir une influence sur comment ça va se passer. Ouais. Donc on revient de ce qu'on dit, enfin, sur ce que tu disais au début de la discussion, le fait de faire, enfin, pardon, de se concentrer sur ce que l'on contrôle. Exactement. Mhm, Moi, je contrôle le parapluie et le reste, je contrôle pas. mhm, Mais j'ai le parapluie. mhm. Et si le parapluie s'envole, j'ai d'autres manières. Je peux chercher une manière de me couvrir, enfin, de me rendre compte que j'ai des manières, je dois me donner les moyens de survivre à la pluie et à l'obscurité. Bien sûr. Et il y a des manières, il y a toujours une manière. La question, c'est de m'activer, de la chercher. Très clair. Dans ton parcours, quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Je pense que ce que je te disais tout à l'heure, d'apprendre à encaisser les coups et d'être conscient que tout le monde a des moments de difficulté. Mm. Parce que le problème, c'est que les médias, tout le monde nous vend que le succès, nous vend que la fin de l'histoire. Non? Ah, ce type-là, il était président des États-Unis. Ouais, parfait, mais quel était le chemin pour y arriver, non? Mm. Et à mon avis, ce que j'ai pris conscience, c'est l'importance du chemin. Mhm. De ne pas m'obséder avec l'objectif final, avec ce que les médias nous vendent, sinon le chemin, non? Mhm. Quel est le chemin que moi je vais devoir entreprendre pour arriver à cet objectif-là? Et apprendre à enjoy ce chemin-là, non? De passe, ouais. De chaque jour, disons, de savoir apprécier ce chemin, non? Mhm. Parce qu'à la fin, si tu penses qu'à l'objectif, ce qui est beau, ce qui est beau, la chose la plus excitante, c'est le chemin. Ouais, je suis C'est les d'accord. petites victoires, c'est le week-end, boum, je gagne, ah, c'est bien, je Mm. continue. J'ai fait une bonne note à l'université, j'ai réussi à donner un coup de main à un ami, j'ai réussi à, voilà. Mm. C'est ça, à mon avis, dont j'ai pris conscience, ou j'essaie de prendre conscience,
Et c'est ça qui change après ta vie aussi, parce que si tu prends plaisir dans le chemin, ça veut dire que chaque jour, tu prends plaisir. Bien sûr. Ouais. Si tu penses que l'objectif, tu te frustres et tu as plus de possibilités d'avoir des frustrations parce que comme l'objectif, c'est pas forcément, ça dépend pas de toi. Si après tu n'arrives pas à l'objectif, tu vas être triste. Alors que si tu penses au chemin qui dépend beaucoup de toi, c'est là où tu vas prendre plaisir chaque jour et tu vas avancer. Bien sûr. Non, non, c'est intéressant ce que tu dis, le fait que dans les médias, on ne vend justement que des succès fulgurants et pas le chemin. Et moi, c'est pour ça que je fais ce podcast, hein, justement, pour montrer l'envers du décor de ce succès qui dépend et qui a un sens spécifique pour chacun. Et d'ailleurs, ça va, ma prochaine question, qu'est-ce que la réussite pour toi? Moi, je pense que la réussite, c'est d'arriver à un point où le fait que toi, tu te sentes bien ne dépend pas de l'opinion que d'autres ont sur ça. Ok. C'est d'être capable de toi-même savoir si ce que tu as fait, c'est bien ou pas, et que ça ne dépende pas de la vision des autres. C'est-à-dire que tu ne sois pas dépendant de ce que les autres pensent, de ce que toi tu fais. Hein. Et je pense que dans une vie là où tu es très exposé au niveau des médias, qui est le cas du monde du foot, c'est-à-dire c'est le pas de dire les gens qui écrivent sur toi sur Twitter ou qui écrivent sur toi dans les journaux, c'est pas eux qui vont te donner un travail demain, c'est pas eux qui. C'est clair. C'est la réalité. C'est-à-dire, et qu'à la fin, les mêmes qui te disent qu'aujourd'hui tu es un phénomène ou que tu es le meilleur, c'est les mêmes qui demain vont dire que tu es nul, non? Donc la capacité de dire, ok, je suis ni autant bon que ce qu'ils disent quand ça va bien, et je suis pas aussi nul que quand ils disent que ça. C'est-à-dire que moi-même, je dois arriver à un point où je dois être content avec moi-même. La seule personne que je peux pas, disons, laisser tomber, c'est moi-même. Et donc, je dois être capable d'arriver à la fin de la journée, d'aller au lit, de dire, est-ce que moi, je suis content avec ce que moi, j'ai fait? Oui. Ok, on continue. Ok, on continue. On continue. Et d'essayer, disons, d'être moins. Et c'est pas facile, hein. On parle d'une évolution, on parle d'un processus. Hein. Et j'y suis encore toujours dans ce processus-là, mais de dire, est-ce que je suis capable de m'isoler de ça? Parce qu'à la fin, les gens, le 99% des gens qui parlent de toi, ils ne te connaissent pas. Ils parlent de toi par référence. Tel m'a dit ou j'ai lu tel. Et moi, si je vois tout ce que les gens ils ont écrit, je dis, mais si les gens ils se basent sur ça pour avoir d'opinion sur moi, c'est dommage. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Moi, je suis d'accord. Et est-ce que tu as un livre que tu as lu dans ta vie qui t'a particulièrement marqué et que tu peux partager et me dire pourquoi il t'a marqué? C'est une bonne question. Bon, moi, comme ça peut être un livre, un film ou voilà une référence particulière. Bon, moi, je dois dire que récemment, par exemple, c'est vrai que pour moi, par exemple, la trajectoire de Barack Obama, par exemple, là, je lis son livre, dans Promised Land. Moi, c'est surtout le message qu'il envoie, non, au niveau symbolique, ce que ça représente, non. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir aux États-Unis pendant sa campagne électorale, cool. en 2008, d'ailleurs, j'ai pu aller l'écouter en direct quand il est venu à l'université, là où moi j'étudiais. Tu te rends compte que c'est pas seulement, disons, ce qu'il a pu faire ou pas faire comme homme politique, c'est question de le message que lui il envoie. Et moi, je crois à ce message-là, de la méritocratie, du mélange des cultures, de la vision, des difficultés que même si tu as une bonne vision, c'est pas forcément dire que tu vas pouvoir faire tout ce que toi tu veux faire parce que le système t'empêche de faire certaines choses. Bien sûr. Mais pour moi, ce que ça représentait son élection, c'est quelque chose pour moi très très fort, non? Et donc tout ce que j'ai pu lire par rapport à lui, à sa trajectoire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est un message très fort. Au-delà du contenu de ce qu'il fait, le fait qu'une personne comme lui avec sa trajectoire arrive là où il arrive, c'est un message très fort et c'est ça que j'aimerais pouvoir un jour, disons, transmettre à mes enfants, transmettre à des gens, de dire si tu travailles dur, si tu as une vision, si tu lâches pas, pourquoi pas? Non, il y a pas de nothing is impossible. Impossible, ouais, c'est clair que c'est un peu comme un cliché, mais non. Pour moi, c'est pas un cliché. D'accord. Le travail, enfin tôt ou tard, le travail paye en fait. Tôt ou tard. Le travail et pas seulement le travail, aussi disons être déterminé et persistant. Oui, bien sûr, oui. Parce que des fois, on pense que si je travaille beaucoup, c'est pas seulement travailler beaucoup, c'est travailler aussi bien, non? Oui, d'accord. Mettre de la qualité dans ton travail, savoir pourquoi tu fais les choses, pas seulement être là for the sake of being there, non? Tu travailles beaucoup, mais est-ce que vraiment ce que tu fais, ça a du sens? Ça a du sens, Est-ce que ça apporte de la valeur?
non, pas se réfugier dans le « ah, je travaille beaucoup ». Mmh. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, Oui, il y a beaucoup de monde qui travaille c'est beaucoup. vrai, c'est vrai. Mais est-ce que tu travailles bien? Est-ce que ce que tu fais a du sens? Est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce Donc, que il y a ça, un pas oui, en plus, hein. est-ce que Il y a ça un pas en répond à plus. une vision et tout? Oui, bien sûr. Non, je suis d'accord. Exactement. OK. Exactement. Et là, récemment, tu as une nouvelle fonction Mhm. pour l'association, le PFA. Est-ce que tu Mhm. peux en parler rapidement de tes rôles que tu vas avoir là-dedans, ou que tu as là-dedans? Ben, disons que le PFA, c'est le Professional Football Association, Mhm. c'est-à-dire que c'est le syndicat des joueurs du football britannique. C'est-à-dire que c'est le syndicat qui représente tous les joueurs de la Première Ligue et de toutes les divisions professionnelles au Royaume-Uni. Donc, disons que ton rôle, ça va être de représenter les intérêts de ces joueurs-là dans le cadre de toutes les négociations que les joueurs ont avec la Première Ligue, c'est-à-dire avec Mhm. la ligue là où ils jouent, avec la fédération, avec d'autres institutions. Donc, c'est intéressant parce que c'est un rôle, disons, où tu as un impact au-delà, disons, simplement de gagner ou perdre des matchs. Hmm. C'est-à-dire, tu as un impact sur changer les règles du jeu, tu as un impact sur établir des règles de fair play financier, tu as un rôle sur le futur des joueurs, c'est-à-dire que pensons au fait que je crois que 60-70% des joueurs professionnels du Royaume-Uni, quand ils finissent leur carrière, ils sont soit en situation de banqueroute financière, Ah oui? ou soit ils sont en situation de banqueroute personnelle parce qu'ils perdent leur famille, ils perdent. Donc il y a une situation, Ah disons, ouais. il y a une opportunité de pouvoir aider les joueurs dans leur carrière et de se rendre compte que ça va finir un jour. Comment est-ce que tu gères Hmm. ton argent? Et Comment comment est-ce que ils tu gères gèrent l'avenir? ta, C'est fou. ta santé mentale? Il y a beaucoup de joueurs qui ont des gros problèmes, disons, psychologiques. Mhm. Ça paraît contradictoire parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ouais, Non, mais ça veut rien dire. mais L'argent, c'est pas le bonheur, hein. c'est pas une question d'argent. Hmm. C'est une question de gérer certaines pressions. Il y a beaucoup de choses, non? Donc c'est intéressant parce que c'est un rôle, disons, qui va au-delà du foot, disons, de gagner-perdre. Non, il y a beaucoup plus de choses que ça dans la vie d'un footballeur. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans les prochaines années. Génial, génial. Bah, du coup, on refera une seconde interview dans quelques années pour tu me racontes tout ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre sur les réseaux sociaux, enfin même te suivre ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Où est-ce que tu es le plus Moi, réactif? moi, je suis sur LinkedIn, qui est Mhm. peut-être maintenant la plateforme où on peut publier des choses plus ou moins de manière sans être obligé Un peu corpo. d'attaques bizarres par des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils disent. C'est Donc, ça. je pense que LinkedIn, c'est peut-être une plateforme assez, assez solide, je pense, pour ce genre Mhm. d'échange-là. Donc, Mhm. ouais, c'est surtout sur LinkedIn là où je serai présent. Super. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tu as dit plein de choses et merci encore pour ton temps. Mais est-ce que tu as voilà, quelque chose qui te tient à cœur, que tu n'as pas pu échanger, que tu aimerais échanger, que tu aimerais dire, là, un mot de la fin de ce magnifique échange? Non, 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 te remercier. Je pense que c'est une très belle initiative. Je pense que j'ai eu l'occasion d'écouter d'autres podcasts que tu as fait. Merci. Et très intéressant. Je pense que c'est bien comme tu disais, de voir l'envers de la médaille, non? Mhm. Souvent, on voit que la fin, on voit que ce qui brille. Et pour arriver là, il y a du chemin, il y a du travail, il y a beaucoup de déceptions. Et je pense Mhm. que c'est bien de parler que la vie, c'est pas seulement du succès. La vie, c'est beaucoup de moments difficiles pour après arriver à des moments de succès. Et parfois, le succès, c'est pas forcément simplement que les choses brillent. Il y a des Mhm. succès qui brillent pas, qui sont des succès. Mhm. Et je pense que ton initiative, ce genre de podcast, c'est ce qui permet de montrer aux gens que c'est pas seulement une question que ça brille pour d'autres, ça doit briller pour toi. Aussi, ouais. Et je pense que surtout, Mhm. Ouais, surtout, c'est surtout, c'est vrai. toi. Et je pense que voilà, je te félicite parce que c'est une très, très belle initiative et j'espère Merci. que ça va continuer, que ça va aller très bien, et que tu auras beaucoup de succès. Merci, c'est très gentil. Bah, écoute, merci beaucoup, Maïta. J'étais vraiment ravie de passer ce moment avec toi. Vraiment, c'était très riche. J'ai beaucoup appris, vraiment. Tu vois, j'avais plein de questions et tu as répondu au-delà de mes espérances, donc c'est top. Je te remercie, ça fait plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, bye bye.